Bonsoir ou bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je devais faire déjà il y a quelques temps, mais que pour différentes raisons je n'ai pas eu le temps de démarrer, mais enfin on va la commencer ici. Et donc c'est un peu dans la lignée des vidéos sur les rétro machines, hein. Donc on avait vu le ColecoVision, et donc ici je voulais plutôt revenir vers une machine à laquelle je tiens particulièrement parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment fait découvrir la micro-informatique. Et limite c'est même encore pire que la Madeleine de Proust, parce que bon, je pense que sans le MSX je n'aurais peut-être pas j'aurais peut-être pas choisi mon métier de la même manière, ou en tout cas j'aurais probablement une vie très, très différente, en tout cas dans l'approche de l'informatique. Et donc j'avais envie de parler de cette machine, ou plutôt de ces machines. Alors, avant de me lancer plus loin, en faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur une vidéo super intéressante d'une personne qui s'appelle Rodrigue Studio. Je mets le lien vers sa chaîne en commentaire. Alors c'est extrêmement intéressant parce que, pour ne pas répéter tout ce qu'il dit, je vais plutôt faire un certain nombre de références à sa vidéo à lui. Comme ça, on ne perd pas trop de temps et je peux plus me focaliser sur la partie que je voulais plus présenter sur les MSX, c'est plutôt la partie programmation, ou en tout cas ce qu'il pouvait offrir comme fonctionnalité à ce niveau-là. Alors, on peut démarrer directement. Donc, en intro, il faut comprendre que le MSX, donc, c'est un standard en fait, donc un peu à l'instar des IBM PC. Alors il faut comprendre que dans la situation au début des années 80, on a toute une flopée de micro-ordinateurs qui apparaissent sur le marché. On a des Altair, on a des TRS-80, on a des Apple 2GS par exemple, on a des Atari, des Commodore 64, des BBC Acorn, Spectrum, Auricatmos, Dragon, Thomson, Alice, etc. Et toutes ces machines ont une particularité assez amusante, c'est qu'elles sont pratiquement toutes totalement incompatibles entre elles. Donc c'est très embêtant parce que lorsque vous développez un logiciel sur une machine, il faut faire des reconversions vers les différentes machines. Alors celle qui marchait le mieux, c'était évidemment le Commodore, le Spectrum, mais c'était une situation assez embêtante, et notamment au Japon, où ils avaient décidé, enfin le ministère du Commerce et de l'Industrie, donc pour ceux qui ont vu Le Maître du Haut-Château, The Man in the High Castle, c'est un petit peu le ministère de Monsieur Tagomi, eux avaient décidé de faire une demande pour essayer justement de standardiser quelque part la micro-informatique, pour éviter de tomber dans la même situation au Japon ou en Asie. Et là, on a une société qui s'appelle ASCII, qui visiblement s'est inspirée de l'American Standard Code, Information Interchange Code, et que vous connaissez probablement tous, si vous avez vu mes vidéos précédentes, je crois que j'en parle dans la 4e vidéo, et qui lui va proposer un standard appelé standard MSX. MSX pour Microsoft Extended. Alors je sais que certains disent Microsoft Super Extended. Honnêtement, moi j'ai toujours appelé le MSX Microsoft Extended. Voilà. Et donc on a deux personnes en fait assez importantes là-dedans. Donc c'est Kazuhiko Nishi, pour les intimes, et Bill Gates. Alors Kay, c'est un personnage assez amusant, assez intéressant, parce qu'il est le patron, il est le CEO en fait de ASCII Corporation, qui en gros est une boîte d'électronique japonaise qui œuvre dans différents secteurs, et en même temps il est vice-président de Microsoft Japan, donc il connaît très bien Bill Gates, et ils vont discuter entre eux de la possibilité de faire une sorte de partenariat entre Microsoft et ASCII pour promulguer, ou en tout cas promouvoir, ce fameux standard MSX. Et d'où le nom MSX, évidemment, mais aussi on aura un très gros avantage, c'est qu'on va pouvoir automatiquement sur ces machines avoir une version spécialement en ROM, dans le cas du BASIC, du MSX BASIC et du MSX DOS. Et ce partenariat avec Microsoft va durer, normalement, je pense, jusqu'en 1986. Alors,
concrètement, qu'est-ce que c'est le standard MSX? Alors, il y a une chose, oui, donc justement, Rodrigue parlait sur sa chaîne, il expliquait que c'était pas très connu en Europe, effectivement, il n'a pas tort, mais il faut savoir que à l'époque, il y a eu un véritable boycott de la presse européenne, dans un but aussi de protéger, ce qui se comprend tout à fait, les marchands de micro-informatique, les fabricants de micro-informatique européens, parce que dans tous les noms que je vous ai donnés, Thomson c'est français, BBC Acorn c'est anglais, Sinclair c'est anglais. Donc il y avait quand même pas mal de marques qui étaient menacées par un standard et qui voulaient, elles, s'imposer. Donc il y a eu vraiment parfois des campagnes de presse assez négatives et parfois un peu... qui sentait très fortement la mauvaise foi quand même. Et il a été aussi extrêmement boudé par les éditeurs européens. Parce que, bon, pour ma part, je trouvais un peu dommage, hein, parce que voilà, le MSX avait quand même un parc de logiciels, spécialement des jeux, qui étaient quand même assez conséquents pour l'époque. Et donc on va trouver plusieurs déclinaisons du standard, le MSX1, le MSX2, le MSX2+, et le MSX Turbo R. Et ça, bon, Rodrigue en parlait, donc vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Moi ici, je vais plus mettre le focus sur le MSX1 et le MSX2, surtout le MSX2, parce que c'est à la fois un ordinateur et une console de jeu. Ce qui est très intéressant, c'est vraiment, on est en plein dans la lubie, si je puis dire, des micro-ordinateurs familiaux. Donc on veut vraiment des machines qui sont là dans un but ludique, éducatif et parfois vaguement utilitaire, hein, comme j'en parlais dans ma vidéo sur les geeks qui n'en sont plus. Voilà, trouver une utilité réellement propre à une utilisation familiale, c'était pas toujours, voilà, avoir son petit mémo sur un ordinateur. Parfois une feuille de papier ou un tableau faisait tout aussi bien l'office, mais enfin bon, voilà. Et d'ailleurs, c'est un peu ce problème, une des raisons du déclin du MSX, c'est que quelque part, pour moi, le MSX2 était probablement la meilleure architecture 8 bits qu'on puisse trouver. C'était extrêmement performant et c'était vraiment dédié à des requirements d'informatique ludique et éducative. Donc ça c'était quand même assez bien fichu. Et au final, on s'est retrouvé face à des machines 16 bits, hein, l'Atari ST 520 et l'Amiga 500, pour ne pas les nommer, qui sont évidemment de très bonnes machines. Moi, je ne vais pas critiquer l'Atari ou l'Amiga, et encore moins l'Atari, puisque j'en étais possesseur, et c'était franchement une très très bonne machine. Mais à l'origine, c'était des machines professionnelles, c'était plutôt des machines bureautiques, faites pour du traitement de texte, faire du tableur, des choses comme ça. Et ça s'expliquait d'ailleurs par leur configuration. 524 de mémoire, c'était quand même pas rien. À l'époque, hein, aujourd'hui c'est ridicule, mais enfin à l'époque c'était des très très bonnes machines. Processeur 68000, avec des bus 16 bits, bon, on était quand même sur bus d'adresse 32 bits, on était quand même sur des choses qui tenaient fortement la route. Et on était dans une autre catégorie, dans une autre gamme, évidemment, que des ordinateurs 8 bits faits pour du ludique et d'éducatif, quoi, hein. Donc voilà. Hein, c'est comme si demain Lamborghini décidait de vendre, de casser les prix et de vendre, je sais pas, une Lambo au prix d'une Clio. Bah oui, à un moment donné, les gens vont plutôt dire on va prendre des Lambos, hein, sont quand même plus... bon voilà. Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec les machines 16 bits, c'est que comme elles n'ont pas vraiment percé face à l'IBM PC dans le secteur bureautique, hein, ces machines étaient censées faire tourner des bureaux virtuels, etc. C'est ce qui expliquait leur puissance et leur utilité, leur reconversion très facile pour du ludique. Ils ont cassé les prix. Donc, on avait ces machines au prix de petits ordinateurs 8 bits, et donc évidemment là c'était compliqué pour s'en sortir. Et donc finalement on est arrivé dans une situation très amusante en Europe où le gaming c'était les consoles de jeux japonaises, hein, puisque la Sega et la NES sont rentrées en 1987. Et là on était sur des machines qui étaient uniquement des consoles de jeux, en sachant quand même qu'un MSX2 c'était un équivalent en mieux d'une NES, mais en plus vous aviez un ordinateur, hein, vous pouviez programmer ce truc là, hein, donc c'était pas du tout la même chose. Et la partie programmation, utilisation plus geek des machines, était plus réservée aux Américains, c'est-à-dire l'Atari et le Commodore Amiga.
Donc voilà, donc c'est un peu triste, hein, je sais pas, peut-être que si Thomson avait décidé de rejoindre le standard MSX avec le MO par exemple, peut-être qu'on aurait eu une autre activité ou un autre développement de la micro-informatique européenne. J'en sais rien, je ne sais pas, c'est des questions totalement ouvertes. Et c'est pas ça qui nous inquiète ici, c'est pas le but ici. Donc voilà la petite photo familiale des MSX. Alors celui-là c'est un Sony Hitbit 75p. C'est la première machine sur laquelle j'ai commencé. Voilà, avec le petit lecteur de cassette qui a été vendu par Sony plus cher que les lecteurs de cassettes normaux et qui en réalité ne servaient à rien du tout puisque vous faisiez exactement ni plus ni moins avec un lecteur de cassette traditionnel. Ici on a un HB 500 si je ne dis pas de bêtises qui est un MSX2, donc il avait un design assez particulier, il était assez bien foutu. Et j'ai eu la chance d'en avoir un, j'ai pu le racheter d'occasion à un ami, mais bon, malheureusement, il a été donné derrière mon dos au parc à conteneurs, donc voilà, merci papa. Et donc voilà. Alors ici, on a un MSX2+, Panasonic, bon, il a un MSX Turbo Air, qu'on ne détaillera pas ici, mais vous pouvez toujours aller sur la chaîne aussi de Roderick, qui en parlait aussi pas mal. Voilà. Au niveau de l'architecture interne, ben, on retrouve toujours un peu les mêmes composants. Hein. On est toujours sur une archi classique. Donc on a un processeur Z80 avec un décodeur d'adresse pour tout ce qui est gestion mémoire. On a 64K de mémoire, dont 32K en ROM et 32K de RAM. Architecturé autour de slots, hein, comme l'avait expliqué Roderick. Donc on a des banques, donc c'est des zones mémoire entre 0 et 3 FFF, c'est-à-dire 0 et 16 383 si je ne dis pas de bêtises. Et ici par exemple entre 4000 et 7 FFF, donc c'est 16 384 à 32 767 si je ne dis pas d'idiotie. Et l'idée assez originale, c'est qu'on a un memory mapper, donc on a un petit système électronique qui permet de sélectionner par banque le slot dans lequel on va travailler, dans lequel on aura de la mémoire. Alors on a des slots qui sont dédiés au port cartouche, donc si vous mettez une cartouche avec de la mémoire et que vous déplacez, vous commutez le banque ici dans ce slot-là, eh bien vous aurez directement accès à la mémoire qui est sur la cartouche. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, ça a déjà été expliqué dans la vidéo de Roderick. Voilà, c'est juste un petit rappel. Alors ici, on a un PPI, donc 8255, en réalité c'est un Peripheral Programming Interface, donc c'est une interface qui permet de communiquer avec les différents périphériques tels qu'un lecteur de cassette, une imprimante, un clavier, une manette de jeu, un moniteur, etc. Enfin, pas un moniteur, je dis des bêtises. Le moniteur, c'est plutôt le VDP. Mais donc qui permet de communiquer avec différents éléments. Alors ici on a aussi un PSG, donc c'est un Yamaha je pense 8910, donc c'est un petit générateur de son comme on trouve sur les petits synthétiseurs qui permet de générer des sons sur 8 octaves en 3 voix si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas musicien donc voilà. Et ici, on a le fameux VDP TMS. Alors, soit 9918 si on est en Europe, je pense, ou le 29 si on est aux États-Unis. Et on voit que ce petit VDP, ben, il a une sortie RF, soit vers une TV ou des sorties moniteur. Et il a aussi une vidéo RAM ici de 16K, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ça c'est typiquement comment dire, l'architecture d'un MSX1. Et alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on l'aperçoit ici. Voilà, ça c'est un board d'MSX1. Là, on a le CPU Z80, cadencé à 3,5 MHz. Là, on a le fameux PPI ici qui a été repris par un composant d'IWU. Hein, c'est pas tout à fait le même que celui présenté précédemment. Là, on a le PSG, donc le Yamaha 8910, si je dis pas d'idiotie. Ici, on a une EPROM hein, qui contient fatalement la ROM avec le BIOS, le BASIC. Là, je pense on doit avoir quelque part des RAM. Hein, on doit avoir normalement 32K, mais enfin bon, bref, faudrait détailler ça un peu plus.
Ici, on a le fameux VDP, donc le TMS 9918, ou le 38 si vous êtes sur un MSX2, ou le 58 si vous êtes sur un 2+, ou le V9990 si vous êtes sur un Turbo Air, enfin on va pas rentrer là-dedans. Et donc toujours la même problématique ici quand vous avez des vieilles machines, des vieux MSX, bah, le risque c'est toujours ces condensateurs électrolytiques, hein, ou même certains petits tantales qui peuvent lâcher, donc il se peut que vous ayez des problèmes et qu'il faille remplacer ces différents condensateurs. Alors faites quand même attention parce que ici, bon, je pense pas qu'on voit vraiment le circuit d'alimentation. Donc, alors si c'est un genre d'alimentation à découpage, il faut faire très attention parce que, bon, comme je l'ai déjà dit, ce sont des condos qui peuvent tenir 300 volts. Même une fois le courant enlevé, hein, un condensateur, le but c'est de retenir de l'énergie électrique. Donc, si vous prenez une douille à 300 volts, bon, vous allez le sentir un petit peu. Vous serez peut-être pas tué sur le coup parce que bon, il y a peut-être pas 50 ampères qui vont passer, mais il s'agit de ne pas jouer avec ça. Donc faites toujours attention quand vous démontez ce genre d'équipement. Donc ici, le but c'est pas de refaire à nouveau une vidéo comme l'avait fait Roderick, puisque lui avait aussi démonté et avait carrément changé la ROM de la machine. Mais voilà, c'est de faire une petite démo rapide. Alors, programmation du MSX, c'est très intéressant, parce que comme je l'ai dit précédemment, le MSX n'est pas qu'une console de jeu. C'est un ordinateur à part entière. Donc il va venir avec le MSX Basic, qu'on va trouver en version 1 ou 2. Enfin, ici, on va voir les versions 1 ou 2, surtout la version 2. Mais très important, un manuel d'utilisation du Basic. Manuel qui est très bien foutu. Et ce sont des points vraiment importants qui vont faire que les apprentis geeks vont pouvoir devenir des geeks. Parce que fatalement, le Basic, le MSX Basic est vraiment très facile à utiliser. On va voir une petite démo. En plus, il est en ROM, donc il est chargé automatiquement. Donc il n'y a pas à se poser de questions, mettre des disquettes, mettre des cassettes, quoi que ce soit. Vous allumez l'ordinateur, vous êtes directement dans le MSX Basic. Et le manuel du Basic, comme je l'ai dit, est vraiment super bien fait. Et j'avais envie de donner un petit aperçu de ce que c'est. Donc voilà, ça venait directement avec votre MSX quand vous l'achetiez. Alors si je regarde ici un petit peu la table des matières, ben, on voit qu'on apprend vraiment des trucs de base, hein, instructions basiques. Alors c'est très sympa parce que c'est fait avec un petit personnage assez marrant. Alors je sais pas si on le voit bien ici, mais au total le manuel il fait 130 pages, donc c'est tout à fait abordable. C'est pas des pages très, très longues non plus à lire, on voit ici c'est assez sympa, c'est relativement bien foutu. Et ça vous apprenait littéralement les bases de la programmation. Donc ça c'est quand même un truc qui était assez sympa et surtout assez bien foutu. Alors ce que je propose de faire ici c'est peut-être de lancer mon émulateur MSX. Oui, malheureusement moi j'ai pas d'MSX, donc je dois utiliser un émulateur, et l'émulateur il est mal foutu parce qu'en plus il émule très mal certaines touches, donc c'est très très embêtant. Donc je vais essayer de retrouver ceci. Si je vais dans F, MSX, ok, il est là. Bon, comme je suis en Linux, je vais le lancer en Wine parce que j'ai une version Windows. J'espère que ça va passer. Alors, si je fais ça, ouais, ça a l'air de passer, ça a l'air sympa, ok. Alors ici, voilà, j'ai mon émulateur qui démarre. Alors, on retrouve une config bien connue, hein, voilà. Et donc ici, on est dans l'MSX Basic version 2.1, parce que c'est un MSX2, donc voilà. Avec un disque Basic, donc il y a possibilité d'utiliser une partie du disque dur comme lecteur de disquette. Bon, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus génial, mais enfin, bref. Alors moi ici, ce que je vais faire, je vais écrire un petit programme, et le problème c'est que mon émulateur est vraiment mal foutu, donc ça va être assez compliqué à faire. Et donc ce que je propose de faire, c'est d'utiliser Microsoft Visual Studio Code. Après tout, j'utilise du Microsoft pour programmer du Microsoft Extended. Je pense que on ne voudra pas, on m'en tiendra peut-être pas totalement rigueur. Et ici, ce que je propose de faire, c'est un petit jeu en Basic. Alors comme ça, on va voir un peu les instructions, hein, on va voir comme c'était amusant à l'époque. Alors première chose, quand on fait un jeu, il faut effacer l'écran. Donc je vais utiliser une commande d'effacement d'écran qui est la commande CNS. Je ne vous montre pas si je fais CNS, c'est super. Si je tape la commande ici, boum, ça s'efface automatiquement. Alors quand j'écris un programme, évidemment, je vais lui dire que c'est pas une commande à exécuter directement, donc je mets
un indice de ligne, 10 par exemple, pour mettre ma première instruction et pour faire comprendre au système que, attention ici, c'est pas un truc à exécuter en ligne directe, mais c'est quelque chose que je vais devoir exécuter à la main en tapant la commande run. Ça revient exactement au même. D'accord, donc ça c'est un peu l'idée. Quand je fais new, ça enlève le programme. Quand je fais list, ça me donne le contenu des lignes. On verra plus tard. Donc ici je commence, donc je vais commencer mon jeu. Alors je vais faire un shmup. Je vais faire un shmup très basique, en basic. Et je pourrais mettre un commentaire d'ailleurs. Je pourrais l'appeler 5 par exemple, shmup. Shmup basique en basique. Et donc le shmup, ça va être quoi? Ça va être une petite soucoupe volante. Donc je vais dessiner ma petite soucoupe volante. Alors, je vais la dessiner comme ça, je vais pas me fouler, on va prendre des caractères, on va pas s'embêter. Voilà, comme ça, ouais, c'est bon. Du coup, j'ai un clavier français. Alors je fais exprès de mettre des espaces, on verra plus tard, parce que si je mets pas d'espace, ça va très vite poser un problème. Ah ouais, d'ailleurs, je vais le faire sans espace, juste pour mettre ça drôle. 30, non, 20, je vais mettre 25, je vais faire un truc assez intéressant, c'est $M pour masque, parce qu'à un moment donné je vais devoir l'effacer pour gérer l'animation, donc je vais mettre un masque qui contient la taille de mon petit vaisseau spatial. Alors ici, je vais définir une position sur l'écran. Donc je vais mettre la position de ma petite soucoupe volante. Je vais dire qu'elle va commencer à 1, donc je la stocke dans une variable. Je vous ai parlé de long en large des variables. On a quand même eu quelques vidéos sur le C. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas de type. En plus, c'est un interpréteur, donc il s'exécute automatiquement. Donc il ne faut pas le compiler, ni rien du tout. C'est pas du C. C'est vraiment très vivant, très visuel, on peut vraiment le débugger facilement, et donc je ne suis même pas obligé de typer mes variables. J'aurais pu faire un dim pour indiquer que c'est une variable entière, mais là automatiquement il me l'apprend comme ça, donc il n'y a pas de souci. Et donc ce que je vais faire ici, je vais faire 40, je vais afficher à l'écran à une position voulue, alors je vais mettre i, virgule 1 par exemple. Alors locate, c'est l'écran, il est composé de, si je reviens ici, il est composé d'une grille d'environ 37 caractères sur 20 caractères, ou 24, je sais plus, je crois que c'est 20, enfin bon bref. Et donc locate me permet de me positionner, donc de positionner le curseur qui est ici, par exemple, à la ligne, je sais pas, 1, à la colonne 1. Voilà, donc ça c'est ce que fait l'instruction locate. Je sais pas si je peux voir si je mets locate 10,10, je sais pas s'il va faire quelque chose, si ça va être visuel ou pas. Et si je fais par exemple ceci, c'est vraiment chiant avec ce clavier parce que je retrouve pas évidemment les touches. C'est un clavier MSX et qui est mappé sur autre chose. Donc, ah ouais, si je fais print par exemple, voilà, pas d'interrogation, ou si je fais print ceci, je ne sais pas. Et voilà. À la 10e position, à 10e ligne, 10e position, il va m'afficher le caractère. Donc ça c'est l'idée de la commande locate. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement afficher mon petit vaisseau. Je vais faire un print à $. Donc print, ça permet d'afficher, vous l'aurez compris. Voilà, donc ça c'est un truc. Et alors ici à 50, je vais faire quoi? 50, je vais mettre i égale i plus 1. Et là, il va falloir faire quand même un trick, c'est que si i, si ma position en x, donc ici, est trop grande, arrive au bout de l'écran, il va falloir que je revienne au début de l'écran. Donc je vais simplement dire, si mon i est plus grand que, par exemple, je ne sais pas, 33, et bien à ce moment-là, je vais effacer mon petit vaisseau spatial, sinon ça va être embêtant, et puis je vais faire un print $M pour effacer. Et ce que je vais surtout faire après, c'est de dire que i est égal à 1. Je réinitialise la position de ma soucoupe. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée. Et ici, parce que je vais rajouter des lignes après, donc je ne vais pas me fouler, je vais mettre 200, je vais mettre 2 tout 40.
Donc je vais repartir, hein, c'est une boucle en fait, hein. Souvenez-vous, un jeu c'est jamais autre chose qu'une boucle sur un automate à état fini, donc il va falloir contrôler les états d'automate. Donc ici c'est très con, je vais juste afficher un petit vaisseau spatial et je vais le faire avancer et vérifier qu'il avance. On est loin de faire un jeu, hein, on est loin de faire l'unanimité, mais enfin voilà. Alors ce que je vais faire ici, je vais faire un CTRL C, et puis je vais faire un CLS ici. Ah ouais, ça c'est un peu raté. Je suis désolé, chaque fois que je fais un Alt Tab, en fait il m'embête. Et ici c'est pratique parce que j'ai un PS du clipboard, mais je vous ai dit, on est sur un processeur cadencé à 3,5 MHz. Alors on voit tout de suite ce que ça donne, hein. C'est pas gagné évidemment, hein. Donc voilà. Donc ici, on est sur quelque chose d'assez lambiné. Voilà. Très énervant. Ok, donc voilà. Mais il a fait quand même son office. Donc, si je fais un list ici, je retrouve bien ceci. Et si je fais un run, qu'est-ce qui va se passer? Ah, ben c'est dégueulasse. Vous voyez? Parce que là, j'ai un truc qui apparaît. Hein. Donc, chaque fois, mon vaisseau laisse une trace. Donc, c'est pas top. Alors ça, il y a un moyen très simple de le régler. Bon, je vais régler ici, hein, c'est pas très grave. Je vais le régler après. Donc, je vais faire un ins. Hop, je fais ceci. Et normalement, j'aurai plus de problème. Normalement. Les affres du direct. Hop, alors si je fais list, est-ce qu'il a bien pris mon changement? On dirait oui. Est-ce que ça va marcher? Ah, mais ça marche déjà beaucoup mieux. Voilà. Donc ici, j'ai réglé mon problème. Alors bon, ça, vous voyez, on n'est pas, c'est pas très évolué, hein. C'est pas terrible comme jeu, hein. En plus, c'est hyper lent, hein. Enfin, donc ici, je pourrais faire par exemple 45 for j égale 1 égale 1 tout 100 2 points. Oh, qui m'énerve, c'est pas possible, ce foutu clavier. C'est vraiment n'importe quoi. 2 points, next, j. Donc ça, je fais une boucle pour le faire tourner de 1 à 100. Alors, ce que ça va donner. C'est quand même pas terrible, hein. Ouais, bon, là, il est un peu moins... Alors, c'est pas très beau, c'est un peu saccadé, c'est pas génial, mais enfin, bon, voilà. Donc ça, c'est le prémisse, quelque part, du jeu. Alors, on revient évidemment dans notre code. Donc ici, j'ai dit... bon, je vais pas mettre la boucle, parce que c'est bien, je vais rajouter ça, ok. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter, en fait, un petit canon pour tirer sur l'OVNI. Ah, ça peut être sympa, ça. Ouais, ça, j'aime bien. J'aime bien ce concept. Alors le canon, on va lui donner une position X. Ah, je vais mettre des lignes entre, hein, parce que c'était assez chiant, hein, sur les basics traditionnels. En Y, je vais lui donner la position 19. Voilà. Et je vais devoir l'afficher quelque part. Donc je vais l'afficher ligne 45 par exemple, ici. Je vais afficher mon petit canon. D'ailleurs c'est très bien. Donc locate x, y, le point, print. Alors je fais comme tout à l'heure, hein. Je mets des espaces, comme ça quand je vais aller à gauche et à droite, ça ne posera pas trop de problèmes. Ok, donc ça c'est l'idée. Mon i égale i plus 1, tout ça c'est correct. Maintenant il va falloir gérer évidemment le canon. Alors pour gérer le canon, j'ai une commande très amusante qui s'appelle stick. Je veux dire, si stick 0 est égal à 3, bah là je vais aller à droite. Alors ça il faut aller voir dans le manuel du BASIC. Alors ce qui est très comique, c'est que vous faites stick 0 égale 3, là c'est les touches du curseur. Et si vous faites or stick 1 égale 3, égal, on n'est pas en C, on est en BASIC, vous pouvez automatiquement émuler le joystick. Parce que stick 1 c'est le joystick. Donc dès qu'il voit une valeur à 3, lui il dit ok, que ce soit 1 ou 0, ça va fonctionner. Et donc là je vais dire simplement, bah, je vais incrémenter ma position X de mon canon. Alors c'est con parce qu'il est toujours à 19, mais enfin bon c'est pas grave. Alors si X est plus grand que 39, souvenez-vous, c'est comme dans le jeu du singe, hein, il n'y avait pas de... À ce moment-là, il faut que je le mette égal à 39. On n'est pas sur de la rocket science, hein, on est sur des choses relativement basiques, faut quand même dire. Alors stick 0 égale 7, ça correspond à la touche gauche.
Bon, je vais pas m'ennuyer avec le joystick parce que j'en ai pas, donc, je vais pas, voilà. Et là, je vais faire -1. Je veux dire, si il est plus petit que 1, et sa position est plus petite que 1, bah, je le remets à ce moment-là à 1. Voilà. Ah, c'est marrant ça. J'espère qu'il n'a pas sauvé, mais enfin, c'est pas grave. C'est juste plus petit, oui, ça m'a l'air. Ouais, c'est logique. Donc ici, je vais me retrouver avec un petit canon, mais maintenant, il va falloir faire tirer ce canon. Alors ça, c'est embêtant parce que le tir, en fait, comme j'ai dit, c'est un jeu, c'est un automate à état fini. Donc on va voir que quand mon comment dire, mon petit vaisseau et mon petit canon sont dans leur état normal, hein, on va voir ici ce que ça donne. Lorsqu'on peut gérer que des déplacements plutôt, on est dans l'état entre guillemets normal, et skidboard, donc c'est chiant parce que ça prend 2 plombes. J'espère que je vais pas avoir 42 000 erreurs parce que ça va être vraiment énervant. Ouais, c'est pas vraiment la partie la plus fun. Hein. Voilà. La patience est une vertu. Mais enfin, vous pouvez quand même constater qu'en très peu de lignes, on arrive, enfin on va le voir plus en détail, on arrive quand même à des résultats assez sympas. Et c'est parce qu'ici j'utilise un éditeur, mais bon, vous pouvez taper ça à la main directement, mais bon, avec un clavier qui est complètement démappé et sur lequel on ne retrouve plus rien, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, on va voir ce que ça a donné. Est-ce qu'il a pris le truc? Oui, c'est bon, il a pris. Alors, espérons que ça va passer. Voilà, ici j'ai un petit I qui va me permettre de tirer sur le petit vaisseau spatial. Voilà, ok. Donc ça c'est l'idée. Alors maintenant, bah, il faut gérer le tir et il faut gérer le score. Alors, pour gérer un score, on va faire quoi? On va faire... comment on va gérer ça? Alors le tir, c'est un état. Ok, c'est un état particulier. On n'est plus dans l'état de jeu normal, on est dans un état tir. Alors le tir, je peux le gérer de 2 façons. Soit je fais une boucle pour lancer mon projectile du bas vers le haut, mais si je fais une boucle en plein milieu ici dans le jeu, donc si je fais un fort ici comme j'ai fait tout à l'heure pour faire ma boucle, ce qui va se passer est très simple. Le vaisseau spatial va simplement se bloquer, le canon va se bloquer, tout va rester figé. Or ici, ce que je veux, c'est que quand je vais tirer, mon canon pourra se déplacer et mon vaisseau va continuer à se déplacer, ce qui est logique. Donc c'est un changement d'état. Et donc je vais définir ici un état. Un état particulier que je vais appeler l'état... Alors, allons-y. Donc on a un statut qui va passer à 0. Qui sera initialisé à 0. Il va falloir gérer un score aussi, qui va être égal à 0. Mais il va aussi falloir gérer quelque chose de plus embêtant, c'est la position du projectile. Alors, pour gérer la position du projectile, je vais faire un tir X, qui sera égal à 0, et un tir Y, qui sera juste au-dessus du canon, donc en position 19, en ordonnée. Alors, il me faut mon statut, je le mets égal à 0, et il va me falloir un score, que je mets égal à 0. Ça, c'est de l'initialisation de variables, c'est du grand classique. Alors ici, ligne 90, je vais gérer le tir en disant que si j'appuie vers la touche du haut, ouais, 1, ça correspond à la touche du haut. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, si j'appuie sur la touche de tir et que mon statut de tir est égal à 0. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le statut tir, je ne vais pas refaire des tirs à chaque fois. Je ne peux tirer qu'une fois, et quand mon projectile arrive au bout, je peux retirer. Parce que sinon ça donne des résultats un peu scabreux, et donc c'est préférable dans le cadre ici de faire de cette manière. Eh bien je vais dire que le statut de tir passe à 1, ce qui est logique, c'est un changement de statut. La position de mon tir, elle est alignée sur le canon. La projection du projectile est alignée sur le canon. On avait vu ça aussi dans le jeu du singe
quand on capturait un fruit par exemple. Par contre, ma position Y, elle a déjà été initialisée. Et ici, ce que je vais faire un appel, ce qu'on appelle un appel de sous-routine. C'est-à-dire que si mon statut est égal à 1, je vais afficher mon tir. Et pour afficher mon tir, je vais faire ce qu'on appelle un go vers une sous-routine, à la ligne par exemple 1000. Ok. Alors ici, ligne 1000, qu'est-ce que je veux obtenir? 1000, je vais devoir gérer le tir. Alors, gestion du tir. Voilà. Non, mais c'est pas possible. Le tir. J'ai pas de raison. Voilà. 1010. Bien, je vais localiser à tx, ty. Je vais faire un petit print ici avec mon projectile. Je vais représenter par un pipe. Alors, ici, en 1011, je vais l'effacer, parce que sinon ça va être très embêtant. En ty plus 1, je vais faire un print avec rien. Donc en dessous, je vais effacer, évidemment, pour pas qu'on voit une traînée sur le projectile. 1012. Alors, là, il va falloir gérer la fin du tir. Donc quand le tir arrive en haut de l'écran, bah, son statut, il revient à 0, je peux retirer à nouveau. Okay, donc ça c'est la première chose. Donc si mon ty est égal à 1, bon il n'a pas encore été décrémenté mais on verra, à ce moment-là le statut de tir passe à 0, je vais effacer le tir parce que sinon ça va pas être très beau, hein. Donc ça c'est la première chose à faire aussi, c'est effacer le tir. Et je vais réinitialiser la position Y du tir juste au-dessus du canon, donc en 18, le canon étant en 19. Et enfin, à ligne 1020, je vais faire ty égale ty moins 1. C'est-à-dire que mon tir, chaque fois que je passe dans cette routine, bah, il se décrémente de 1, donc il monte vers le haut. Si maintenant le tir est égal à 1, donc la position Y est égale à 1 comme tout à l'heure, et que Tx est plus grand ou égal à la position I de ma soucoupe, et que Tx est plus petit ou égal à I plus 4, c'est-à-dire que je suis entre le début du vaisseau et la fin du vaisseau, bah à ce moment-là, je vais devoir incrémenter mon score de 10, par exemple. Je vais dire ceci. Et ici, je vais faire un locate à cette position, virgule 1, je vais afficher le masque pour faire disparaître mon vaisseau. Okay. Et je réinitialise évidemment la position du vaisseau à 1. Donc j'ai incrémenté mon score de 10. Là je fais un return parce que ça veut dire que ma routine est terminée. J'ai fini mon traitement. Je reviens donc à la ligne ici qui est goto 40. Alors j'ai quand même un problème ici, c'est qu'il faudrait quand même afficher un score. Ça ne va pas être très beau, donc je vais afficher un score, par exemple en locate 25,2. Je vais faire print score, et là je vais afficher donc c'est une commande qui me permet de traduire en fait en chaîne de caractères une valeur numérique, le résultat du score. Voilà. Donc ça c'est un appel de procédure classique, hein, comme on fait en C, hein. C'est voilà, vous appelez une fonction et puis à un moment donné vous avez un return et vous revenez à l'endroit où vous avez appelé la fonction. Ici évidemment il n'y a pas de nom de fonction. On est obligé de passer par des choses un peu moins folichonnes. Alors, on va tout de suite tester, voir ce que ça va donner. Oui, je m'attends quand même au pire. Alors, petit CLS, new, pour effacer le programme. Et ici, je fais un petit paste à nouveau. Qu'est-ce que ça va donner? Donc voilà, c'est un... Donc si on revient... non, ça c'était pas une bonne idée. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment pas une bonne idée du tout. Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà, donc je recommence. Un petit paste. Est-ce qu'il a gardé? Voilà. Alors on peut dire... Hein, ça reste relativement simpliste, évidemment. Mais on peut quand même constater qu'on peut très rapidement arriver à faire des choses sympas, avec très peu de lignes de code, et en entrant directement dans le vif du sujet. C'est-à-dire vous ne devez pas installer de librairie, vous ne devez pas installer de compilateur C, vous ne devez pas commencer
à vous taper des docs compliqués sur des frameworks ou des choses comme ça. On a directement tout qui est déjà prêt à l'emploi, si je puis dire, et qui permet déjà aux gens de coder et de réaliser des petites choses assez sympas. Alors ici, c'est vrai que c'est très simple parce que c'est un jeu en mode texte, hein, donc je me suis pas vraiment foulé, mais dans la prochaine vidéo, je ferai un jeu. Là, on voit le screen 0, hein, donc c'est l'écran texte classique, mais on pourra faire un jeu, par exemple, en screen 1, avec des redéfinitions de graphiques, et là, on va se rendre compte que effectivement, c'est beaucoup plus efficace en termes de présentation graphique. Et on verra aussi l'utilisation de sprites. Alors évidemment, le BASIC qui pose un gros problème, c'est qu'il est extrêmement lent. Alors l'autre avantage de ces machines, c'est que programmer en assembleur, en réalité, n'est pas si compliqué que ça. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez formidable, si je puis dire. Alors là, je vois déjà qu'il y a une faute, donc il ne démarrera pas. Donc je vais vite corriger la faute avant que ça explose. Donc si je fais ceci, je vais faire un ins, je fais ça, non c'est pas bon, je fais ça, non c'est pas bon, il m'énerve, franchement il m'énerve. Voilà. Donc ça devrait peut-être marcher un peu mieux. Alors si je fais list, est-ce qu'il a bien pris toutes les commandes? Ouais, on dirait. Si je fais run, qu'est-ce que ça va donner? Bon, ça marche. Et donc si je lui tire dessus, vers le haut, ah ouais, c'est bizarre, ça, il y a un truc. Bon, voilà. Bon, je suis pas très doué, hein, faut pas m'en vouloir. Merde. C'est pas possible d'être nul à ce point-là. Mais c'est pas possible. Le tout, c'est peut-être de rester au milieu. Mais j'y arriverai quand même. Ah voilà, j'en ai touché un, enfin. Voilà. Donc c'est très bête, mais ça fait quand même très rapidement son office. Oui, alors un petit truc aussi, ici on a les touches de fonction en dessous, c'est un peu énervant, on tape key off dans le programme et elles disparaissent. Donc quand on fait un run, c'est un peu plus sympa. On est moins sur... Ouah, je l'ai eu. Ah voilà, une fois qu'on a le tour, c'est un peu... Non, même pas. Ah si, une fois qu'on a... Non, c'est énervant. Voilà. Bref, le but, c'est pas de faire n'importe quoi. Mais voilà, donc pour montrer qu'avec quelques lignes de code, on pouvait très rapidement arriver à concevoir un jeu. Si vous regardez, pour faire l'équivalent en C, ce que ça m'aurait coûté, c'était quand même un peu plus tricky. Hein. Voilà. Alors, ce qui serait bien, effectivement, c'est de montrer les possibilités graphiques, parce que les possibilités graphiques, ben, on va retrouver pas mal de trucs de la SDL, du C, mais qui sont directement incorporés dans le MSX Basic. Et donc ça, c'est quand même pas mal, notamment la gestion des sprites et leur définition des caractères. Voilà, je l'arrête ici, parce que je parle depuis trop longtemps, ça fait presque 1 heure, et c'était pas l'objectif. Voilà, bonne soirée ou bonne journée pour ceux qui me regardent, et à très bientôt.